Je vous ferai marcher à nouveau, dit le garagiste couvert de cambouis. Victoire Delacroix, la femme la plus riche de la ville, éclata de rire depuis son fauteuil roulant en titane. Mais quand il révéla qui il était vraiment, son rire se glaça pour toujours. Victoire Delacroix ajusta la broche de diamant sur son chemisier de soie de lion, tandis que Thierry, son chauffeur, poussait son fauteuil roulant en titane personnalisé vers l'intérieur du garage auto du bois. L'endroit sentait l'huile brûlée, la sueur et l'effort honnête. 3 choses qu'elle avait appris à mépriser au cours de ses 42 années de vie privilégiée. Ses chaussures Louboutin à 4 000 € touchaient à peine les repose-pieds chromés de son fauteuil, comme si même dans sa condition, elle refusait d'être complètement connectée à quelque chose d'aussi ordinaire que le sol. Madame Delacroix, Thierry, son chauffeur de confiance, parlait avec ce ton d'excuse permanent que tous ses employés avaient perfectionné. Je vous rappelle que la Mercedes est au garage officiel. Cet endroit n'est que temporaire en attendant les pièces importées d'Allemagne. Votre explication ne m'intéresse pas, Thierry. Victoire répondit sans même le regarder, ses yeux parcourant le garage avec le même dégoût qu'elle utiliserait pour inspecter une décharge. Assurez-vous seulement que personne ne touche à ma Bentley avec ses mains sales, et je veux sortir de cet endroit immonde en moins de 30 minutes. Le garage auto du bois était un bâtiment de 2 étages aux murs de briques qui furent autrefois blancs, mais qui affichaient maintenant les taches du temps et du travail acharné. 3 élévateurs hydrauliques soutenaient des véhicules à différents stades de réparation, et le bruit métallique des outils contre le métal créait une symphonie industrielle que Victoire trouvait absolument répugnante. Plusieurs mécaniciens travaillaient concentrés, leurs uniformes bleus tachés d'huile, leurs visages marqués par le soleil, et l'effort de gagner leur vie honnêtement. Mais ce qui dérangeait le plus Victoire n'était pas l'endroit en soi, mais le simple fait d'y être. Au cours des 8 dernières années, depuis l'accident d'équitation qui avait brisé sa colonne vertébrale et l'avait confinée à ce fauteuil, Victoire avait développé un système parfait pour ne jamais avoir à interagir avec des gens ordinaires. Elle avait un chauffeur, 3 assistantes personnelles, une équipe médicale privée qui vivait dans son hôtel particulier et assez d'argent pour s'assurer que le monde venait à elle. Et non l'inverse. « Bonsoir ». Une voix masculine interrompit ses pensées de dégoût. « En quoi pouvons-nous vous aider ?» Victoire leva les yeux, et ce qu'elle vit confirma chacun de ses préjugés. L'homme qui s'approchait était un garagiste d'environ 35 ans avec des cheveux noirs légèrement longs, une barbe de 3 jours qui nécessitait urgemment un rasage professionnel et un uniforme bleu si taché de cambouis qu'il semblait n'avoir jamais vu une machine à laver. Ses mains étaient couvertes de crasse et il portait une clé anglaise accrochée à sa ceinture comme si c'était une épée. Mais ce qui irritait le plus Victoire était son sourire. Il était sincère, chaleureux, le genre de sourire qui suggérait que cet homme appréciait vraiment son travail et sa vie malgré le fait d'être manifestement pauvre et sans éducation. « Vous êtes le propriétaire ?» Victoire demanda avec ce ton qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Ce ton qui laissait entendre qu'elle considérait la personne en face d'elle comme quelque chose qu'elle avait trouvé collé sous la semelle de sa chaussure. « Je suis Antoine Dubois. » L'homme tendit la main, puis, remarquant la graisse, la retira avec un rire embarrassé. « Pardon, ce n'est pas approprié. Oui, c'est mon garage. Mon père l'a fondé il y a 30 ans, et j'en ai hérité il y a 5 ans. C'est charmant. » Victoire prononça le mot comme s'il était du poison. « Ma Bentley a un problème mineur dans le système électrique. J'ai besoin que vous y jetiez un coup d'œil rapidement, et nous partons sans toucher à rien d'autre. » Entendu. Antoine hocha la tête, mais Victoire remarqua quelque chose d'étrange dans ses yeux. Il n'y avait pas la soumission craintive qu'elle attendait des gens de sa classe. Il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. Cela l'enragea encore plus. « Bien sûr, madame. » Antoine s'approcha de la Bentley Continental GT noire que Thierry avait soigneusement garée à l'entrée. « Quels symptômes spécifiques avez-vous notés ?»« Je n'ai rien noté. » Victoire répondit avec irritation. Thierry a remarqué que les lumières du tableau de bord clignotaient. « Je ne m'abaisse pas à remarquer des problèmes mécaniques. C'est pour ça que j'ai des employés. » Tandis qu'Antoine ouvrait le capot de la Bentley, Victoire observait chacun de ses mouvements avec une méfiance absolue. Ses mains, malgré la graisse, se mouvaient avec une précision et une assurance qui suggéraient des années d'expérience. Il connecta un dispositif de diagnostic électronique et commença à vérifier les codes d'erreur avec une concentration que Victoire trouva vaguement irritante. Comment cet homme osait-il être aussi concentré sur son travail quand elle était présente? « Madame Delacroix. » Antoine parla après plusieurs minutes, sa voix calme mais professionnelle. « Le problème est plus complexe qu'il n'y paraît.
Le module de commande du corps présente une défaillance intermittente qui provoque des courts-circuits dans plusieurs systèmes. Ce n'est pas dangereux immédiatement, mais il doit être remplacé. Et combien de temps cela prendra-t-il? Victoire demanda avec une impatience croissante. Si je commande la pièce aujourd'hui, elle devrait arriver dans une semaine. Le travail d'installation prendra environ 4 heures. Une semaine? Victoire faillit crier. Vous êtes complètement dément, j'ai besoin de ma voiture maintenant. Je comprends votre frustration, madame. Antoine maintint son ton calme, ce qui irrita encore plus Victoire. Mais ces pièces viennent directement d'Angleterre. Ce sont des composants spécialisés qui ne sont pas stockés localement. Je me fiche d'où elles viennent. Victoire frappa l'accoudoir de son fauteuil avec fureur. Appelez qui vous avez à appeler. Payez ce que vous avez à payer, mais obtenez cette pièce demain. Antoine la regarda pendant un long moment et Victoire vit quelque chose changer dans son expression. La patience professionnelle faisait place à quelque chose de plus critique, de plus évaluatif. « Madame Delacroix, dit-il finalement, je comprends que vous êtes habituée à ce que les choses fonctionnent selon votre volonté, mais la physique et la logistique ne répondent pas aux cris ou à l'argent. La pièce arrivera quand elle arrivera. » Le silence qui suivit fut si tendu que même Thierry, habitué aux explosions de Victoire, fit un pas en arrière involontairement. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» Victoire siffla, son visage rougissant. « Avez-vous une idée de qui je suis ?»« Oui. » Antoine répondit avec un calme qui était plus dévastateur que n'importe quel cri. « Vous êtes Victoire Delacroix, héritière de la fortune des laboratoires Delacroix, directrice de 6 entreprises et, d'après ce que j'ai lu dans la presse, l'une des femmes les plus riches du pays. Vous êtes également quelqu'un qui n'a apparemment jamais appris que le respect ne s'achète pas avec de l'argent. » Victoire resta sans voix. Pendant 8 ans, personne, absolument personne, ne lui avait parlé ainsi. Sa richesse avait construit un mur protecteur, où chaque mot était mesuré, chaque interaction était contrôlée, chaque personne savait exactement jusqu'où elle pouvait aller. « Je vais vous détruire. » Victoire prononça chaque mot avec un venin pur. « Je vais m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Je vais acheter ce bâtiment et le démolir. Je vais faire de votre vie un enfer. Vous pouvez essayer. » Antoine haussa les épaules, retournant vérifier le moteur. « Mais cela ne fera pas arriver la pièce de votre voiture plus rapidement. » Ce fut alors que Victoire remarqua quelque chose. Sur le mur du garage, derrière Antoine, il y avait plusieurs diplômes encadrés. Ils étaient difficiles à voir clairement d'où elle était, mais l'un d'eux semblait avoir le sceau d'une université. Un garagiste avec un diplôme universitaire. Impossible. Qu'est-ce que c'est que ces papiers sur le mur? Demanda sa curiosité vainquant temporairement sa fureur. Antoine suivit son regard et sourit légèrement. Des souvenirs d'une autre vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons tous des histoires que nous préférons ne pas raconter. Madame Delacroix, vous avez la vôtre, j'ai la mienne. La réponse cryptique ne fit qu'intensifier l'irritation de Victoire. Elle détestait ne pas savoir les choses. Elle détestait sentir que quelqu'un avait des informations qu'elle ne contrôlait pas. Ce fut à ce moment de tension absolue que quelque chose se produisit, qui changerait tout. Victoire, dans sa fureur, tenta de faire avancer brusquement son fauteuil pour s'éloigner d'Antoine. Mais l'une des roues heurta une petite élévation dans le sol inégal du garage. Le fauteuil s'inclina dangereusement sur le côté. Victoire cria, ses mains cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. Thierry était trop loin. Les autres mécaniciens n'avaient pas remarqué. Tout se passa au ralenti. Mais avant que le fauteuil ne tombe complètement, Antoine bougea. Ce ne fut pas un mouvement occasionnel ou maladroit, ce fut précis, calculé, parfait. En un instant, il était à côté d'elle, ses bras la soutenant avec une fermeté qui suggérait un entraînement professionnel. Il stabilisa le fauteuil avec une facilité qui semblait impossible. Et dans le processus, Victoire sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis 8 ans, ses muscles. Antoine l'avait soutenue d'une manière qui avait pressé certains points de son dos, et pendant une fraction de seconde, elle avait senti quelque chose. Pas de la douleur, pas le néant habituel, mais une sensation réelle, tangible. « Ça va ?» Antoine demanda, s'assurant que le fauteuil était complètement stable avant de la relâcher. Victoire ne répondit pas immédiatement. Elle était en train de traiter ce qui venait de se passer. Les médecins avaient été clairs. Sa lésion de la moelle épinière était complète. Il n'y avait aucune sensation en dessous de sa taille. C'était permanent, irréversible, final. Mais elle venait de sentir quelque chose. « Qu'avez-vous fait ?» murmura-t-elle. Sa voix tremblait. « J'ai évité que vous ne tombiez. » Antoine répondit clairement confus par la question. « Non. » Victoire l'attrapa par le bras avec une force surprenante. «
Comment m'avez-vous tenu? Où avez-vous mis vos mains exactement? Antoine cligna des yeux, encore plus confus. J'ai soutenu votre dos moyen et j'ai stabilisé votre poids en le répartissant à travers des points de pression spécifiques. C'est une technique de base de prévention des blessures. J'ai appris en... Il s'arrêta brusquement comme s'il avait été sur le point de révéler quelque chose qu'il préférait garder caché. Appris où? Victoire pressa. Toute son attention maintenant concentrée sur cet étrange garagiste qui venait de lui faire sentir quelque chose que les meilleurs neurochirurgiens du monde lui avaient dit être impossible. Antoine s'éloigna, son expression se refermant. Lors de formation sur la sécurité au travail, tous les mécaniciens apprennent des techniques de base de premier secours. C'était un mensonge évident. Victoire avait connu des menteurs toute sa vie. Elle avait fait fortune en identifiant quand les gens cachaient des informations. Cet homme mentait et cela ne faisait qu'intensifier sa curiosité. « J'ai senti quelque chose, Antoine », dit sa voix à peine un murmure maintenant. « Quand vous m'avez soutenu, j'ai senti quelque chose dans mon dos. Les médecins disent que c'est impossible. » Antoine la regarda pendant un long moment et Victoire vit quelque chose changer dans ses yeux. C'était comme s'il prenait une décision, évaluait des options, calculait des risques. « Les médecins ont généralement raison », dit-il finalement, mais son ton suggérait qu'il y avait beaucoup plus qu'il ne disait pas. « Ne me mentez pas, Antoine », ordonna Victoire. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un ordre basé sur l'arrogance, mais sur un désespoir sincère. « Qu'avez-vous fait » Antoine soupira profondément, comme un homme qui savait qu'il était sur le point de traverser un pont qu'il ne pourrait plus franchir. « Madame Delacroix, » commença-t-il lentement, « puis-je vous poser quelques questions sur votre blessure? Pourquoi un garagiste voudrait-il en savoir plus sur ma blessure ?» Victoire répondit « Mais il y avait moins de venin dans sa voix. Maintenant, il y avait autre chose. De l'espoir, petit et fragile. Parce qu'avant d'être garagiste, Antoine fit une pause significative. J'ai été d'autres choses, et ces autres choses m'ont appris à reconnaître certains schémas. Votre blessure a été classée comme complète. » Victoire hocha lentement la tête. « Tix complète. Paraplégie totale. Pas de sensation, pas de mouvement, pas d'espoir. And this, I wonder again. And ma fa, and ma vie, I wonder, umanda. Et les médecins ont-ils fait des tests de fonction neurologique résiduelle? » La question était si spécifique, si technique, que Victoire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, ironiquement, dans la partie où elle ne pouvait prétendument rien sentir. « Comment connaissez-vous ces termes » demanda-t-elle. « Répondez à la question, s'il vous plaît. »« Oui, tests multiples, IRM, électromyographie, potentiels évoqués. Tout a confirmé une lésion complète. » Antoine hocha la tête pensivement, comme s'il traitait des informations complexes. Puis il fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'agenouilla devant son fauteuil, ignorant complètement le fait que son uniforme déjà sale se salissait encore plus contre le sol graisseux. « Madame Delacroix, » dit-il avec un sérieux qui contrastait dramatiquement avec son apparence de garagiste ordinaire. « Je vais vous dire quelque chose que vous penserez probablement être une folie. Vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez menacer de me détruire à nouveau, mais j'ai besoin de le dire quand même. » Victoire attendit, son cœur battant avec une intensité qu'elle n'avait pas sentie depuis des années. « Je peux vous faire marcher à nouveau. » Le silence qui suivit fut si absolu que Victoire pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes du garage. Puis, comme une vague qui s'écrase finalement contre la côte, elle se mit à rire. Ce ne fut pas un rire délicat ou contenu. Ce fut un rire hystérique. Le genre de rire qui surgit quand quelque chose est si absurde, si ridiculement impossible que l'esprit n'a pas d'autre réponse disponible. Toi, Victoire pouvait à peine parler entre les rires. Toi, un garagiste couvert de cambouis qui peut à peine parler correctement, tu vas faire ce que les meilleurs neurochirurgiens de la Salpêtrière, de Nancy et de l'Université de Lyon ont dit être impossible? Antoine ne bougea pas, ne répondit pas. Il la regarda simplement avec cette expression sereine qui commençait à irriter profondément Victoire. « C'est incroyable. » Victoire continua de rire, des larmes coulant sur ses joues. « Dis donc Thierry, tu as entendu ça? Cet homme croit qu'il peut me faire marcher. Avec quoi? Avec de l'huile moteur et une clé anglaise ?» Thierry semblait profondément mal à l'aise, ne sachant s'il fallait rire avec sa patronne ou défendre le garagiste qui avait été professionnel avec eux. Mais les autres mécaniciens avaient entendu, et au lieu de rire ou de faire des commentaires moqueurs, tous s'étaient arrêtés dans leur travail. Ils regardaient Antoine avec des expressions que Victoire ne pouvait interpréter. Ce n'était pas de la moquerie ni de l'incrédulité. C'était quelque chose de plus proche du respect,
de la connaissance partagée de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. J'ai fini. Victoire contrôla finalement son rire en essuyant ses larmes. Ça a été un divertissement suffisant pour une journée. Thierry, allons-y, nous trouverons un autre garage. Je peux le prouver, dit calmement Antoine. Victoire s'arrêta dans le processus de se retourner pour sortir. Pardon? Je peux vous prouver qu'il y a une activité neurologique résiduelle dans votre moelle épinière. Ici, maintenant, sans équipement médical élaboré. L'audace absolue de l'affirmation laissa Victoire momentanément sans voix. Puis, quelque chose changea dans son expression. C'était de la curiosité mélangée à ce genre de cruauté qui surgit quand quelqu'un veut voir un autre échouer spectaculairement. « Très bien », dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je vais vous donner exactement 5 minutes pour démontrer votre affirmation ridicule. Et quand vous échouerez, et vous allez échouer parce que c'est une folie absolue, je prendrai plaisir à regarder comment je détruis votre vie pièce par pièce. » « Entendu », Antoine hocha la tête. « Puis-je toucher votre dos ? J'ai besoin de faire quelques évaluations manuelles. » Victoire hésita. Pendant 8 ans, seule son équipe médicale privée avait touché son dos. Mais la combinaison de curiosité morbide et du désir de voir cet homme échouer surpassa sa résistance. « Allez-y, faites de votre mieux pour me faire marcher, garagiste miraculeux. » Antoine se déplaça derrière son fauteuil. « Cela pourrait être étrange, prévint-il. Je vais appliquer une pression sur des points spécifiques de votre colonne vertébrale. Si vous sentez quelque chose, n'importe quoi, même si cela semble insignifiant, dites-le moi. Je ne sentirai rien. » Victoire répondit avec une certitude absolue, parce qu'il n'y a rien à sentir. Antoine commença. Ses mains, malgré la graisse superficielle, se mouvaient avec une précision qui était clairement médicale. Il pressa des points spécifiques le long de sa colonne, commençant par le haut et descendant systématiquement. Et puis, quand il atteignit un point spécifique, juste en dessous de l'endroit où sa blessure s'était produite, cela arriva. Victoire sentit quelque chose. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas non plus exactement une sensation de toucher. C'était plus comme un écho, comme si quelqu'un frappait à une porte dans une pièce qu'elle avait supposée être complètement vide et scellée. « Avez-vous senti ça ?» Antoine demanda, sa voix maintenant complètement professionnelle. « Clinique. Je ne sais pas ce que j'ai senti. » Victoire admit, sa voix tremblante. « Nous allons essayer autre chose. » Antoine continua. « Je vais appliquer une technique appelée facilitation proprioceptive neuromusculaire. C'est une méthode de rééducation qui utilise des récepteurs sensoriels pour activer des voies neurologiques dormantes. » Les termes médicaux sortèrent de sa bouche avec la fluidité de quelqu'un qui les avait utilisés pendant des années. Victoire avait l'impression que le monde tournait autour d'elle. Pendant les minutes suivantes, Antoine effectua une série de manœuvres et de tests qui nécessitaient clairement une formation médicale avancée. À plusieurs reprises, Victoire sentit ces mêmes échos étranges, ces sensations qui ne devaient pas exister selon tout ce que les meilleurs médecins du monde lui avaient dit. Quand il eut fini, Antoine se déplaça à nouveau devant elle. Son expression maintenant complètement sérieuse. « Madame Delacroix, dit-il, votre blessure n'est pas aussi complète qu'on vous l'a dit. Il y a une activité neurologique résiduelle, pas beaucoup, mais elle est là. Avec le bon traitement, avec la rééducation appropriée, il y a une petite, mais réelle possibilité de récupération partielle. » Victoire le regardait comme s'il était un fantôme, un impossible fait chair. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Antoine se leva en s'essuyant les mains sur un chiffon qui ne fit que les salir davantage. Quelqu'un qui a aussi des histoires qu'il préfère ne pas raconter. Mais je vais vous dire ceci. Si vous voulez vraiment explorer la possibilité de récupération, j'aurai besoin de voir vos dossiers médicaux complets et vous devrez être disposé à travailler plus dur que vous n'avez travaillé de toute votre vie. Vous êtes médecin ? Victoire affirma plus qu'elle ne demanda. Antoine ne répondit pas directement. Les 5 minutes sont terminées. Voulez-vous toujours détruire ma vie ? Victoire ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis 8 ans, elle n'avait pas de réponse prête. Elle n'avait pas de plan d'action. Elle n'avait pas le contrôle absolu de la situation. Parce que ce garagiste couvert de cambouis, cet homme qu'elle avait méprisé et menacé, venait de faire quelque chose que les meilleurs médecins du monde lui avaient dit être complètement impossible. Il lui avait donné de l'espoir. Et maintenant, alors qu'elle le regardait avec un mélange d'étonnement, de peur et de quelque chose qui aurait pu être un respect involontaire, Victoire Delacroix devait confronter une vérité dévastatrice. Elle avait complètement mal jugé cet homme. La question maintenant était, qu'est-ce qu'elle avait mal jugé d'autre pendant toute sa vie ? Pourquoi ? Victoire trouva finalement sa voix, bien qu'elle sonnât étrange.
même pour ses propres oreilles. « Pourquoi m'aideriez-vous après la façon dont je vous ai traité ?» Antoine sourit tristement. « Parce que contrairement à vous, Madame Delacroix, je ne juge pas la valeur des gens par leur compte en banque ou leur comportement lors d'une mauvaise journée. Je juge par leur potentiel à changer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air du garage, comme une accusation douce mais dévastatrice. Victoire sut à ce moment que sa vie venait de changer pour toujours. Seulement elle ne savait pas encore à quel point. Les 3 jours suivants furent les plus étranges de la vie de Victoire Delacroix. Après la rencontre au garage, elle était retournée à son hôtel particulier en silence complet, ignorant les questions inquiètes de Thierry. Elle s'était enfermée dans son bureau privé, un espace au haut plafond et aux fenêtres qui offrèrent des vues panoramiques sur la ville qu'elle possédait pratiquement, mais qu'elle n'avait jamais sentie aussi lointaine qu'à ce moment-là. Sur son bureau en acajou massif reposait son ordinateur portable, et sur l'écran, elle avait ouvert simultanément 3 dossiers médicaux numériques. C'étaient ces dossiers complets des 8 dernières années, des dizaines d'IRM, des rapports de neurochirurgiens de renommée mondiale, des évaluations de spécialistes en lésions de la moelle épinière, tous arrivant à la même conclusion dévastatrice, lésion complète, irréversible, permanente. Mais elle avait senti quelque chose, ces échos étranges qu'Antoine avait provoqués avec ses mains précises, et plus que cela, elle avait vu quelque chose dans ses yeux que les médecins les plus chers du monde n'avaient jamais montré. Une certitude sincère, mélangée à une compréhension profonde de quelque chose qui allait au-delà des chiffres d'un rapport. Son téléphone privé, celui que seules 5 personnes dans le monde connaissaient, vibra. C'était son assistante personnelle, Sophie. « Madame Delacroix, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Antoine Dubois. » Victoire se redressa dans son fauteuil. « Parlez. Il n'y a pas grand-chose dans les dossiers publics. Le garage est à son nom depuis 5 ans, hérité de son père. Mais j'ai trouvé quelque chose dans d'anciennes archives journalistiques. Il y a 10 ans, il y avait un docteur, Antoine Dubois, à l'hôpital universitaire central. Il était réside en neurochirurgie. L'un des plus brillants, selon les notes que j'ai trouvées. Le cœur de Victoire commença à battre plus vite. Et ensuite? Et puis il a disparu. Il a quitté le programme de résidence à la moitié de la dernière année. Il n'y a pas d'explication officielle. C'est comme s'il avait simplement décidé d'arrêter d'être médecin et de devenir garagiste. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Victoire murmura plus pour elle-même que pour Sophie. Je continue de chercher. Mais madame, y a-t-il autre chose? J'ai trouvé un article d'il y a 9 ans. Le père d'Antoine Dubois, Michel Dubois, propriétaire du garage mécanique, a eu un grave accident. Il a été dans le coma pendant des semaines. L'article mentionne que son fils a tout laissé pour s'occuper de lui. Les pièces commençaient à s'assembler. Un neurochirurgien brillant qui abandonne sa carrière pour s'occuper de son père malade. Un homme qui avait clairement les connaissances et les compétences, mais qui avait choisi une vie complètement différente. Sophie, préparez la voiture. Nous retournons au garage. Vous êtes sûre, madame? Je pensais que vous aviez dit que vous ne retourneriez jamais à cet endroit. J'ai changé d'avis. Et Sophie, cherchez plus profondément. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé il y a 9 ans. 2 heures plus tard, Victoire était de retour au garage auto Dubois. Mais cette fois, son attitude était différente. Elle n'arriva pas avec des exigences ou des menaces. Elle arriva avec des questions. Antoine était sous une vieille Toyota, seules ses jambes visibles tandis qu'il travaillait. Quand il entendit les roues du fauteuil de Victoire s'approcher, il se glissa dehors avec une expression de surprise sincère. « Madame Delacroix, je ne m'attendais pas à vous revoir. Moi non plus, je ne m'attendais pas à être ici. » Victoire admit. Pour la première fois, elle regarda vraiment le garage, non pas avec dégoût, mais avec curiosité. Les autres mécaniciens travaillaient avec une efficacité coordonnée qui parlait de respect mutuel et de leadership effectif. L'endroit était propre, malgré la nature du travail, et dans le petit bureau attenant, il pouvait y avoir des étagères remplies de manuels techniques, mais aussi des livres médicaux. « J'ai besoin de vous parler », Victoire dit, en privé. Antoine s'essuya les mains sur un chiffon et la guida vers son bureau. C'était un petit espace, avec un bureau métallique, un vieil ordinateur mais fonctionnel, et ses murs remplis de diplômes qu'elle avait remarqués auparavant. Maintenant, avec la permission implicite d'être là, Victoire les lut attentivement. Titre de docteur en médecine-chirurgie de l'Université nationale. Certificat de spécialisation en neurochirurgie. Reconnaissance académique, mentions honorifiques, tous au nom du docteur Antoine-Alexandre Dubois. Vous étiez neurochirurgien, Victoire affirma en regardant les diplômes. J'ai été beaucoup de choses, Antoine répondit en s'asseyant sur sa chaise usée. Maintenant, je suis garagiste. Pourquoi?
Pourquoi avez-vous quitté la médecine ou pourquoi avez-vous accepté d'être garagiste? Les deux. Antoine s'adossa, ses yeux distants avec des souvenirs qui faisaient clairement mal. Mon père a eu un accident il y a 9 ans, un traumatisme crânio-encéphalique sévère. Les médecins ont dit qu'il n'avait aucun espoir, que nous devions le laisser partir. Mais je savais qu'il se trompait. Il pouvait y avoir des signes qu'il négligeait, des schémas neurologiques qui indiquaient une activité cérébrale résiduelle. Et qu'avez-vous fait? J'ai quitté ma résidence. J'ai pris le contrôle de son traitement. Pendant une année complète, j'ai été avec lui chaque jour, appliquant des techniques de rééducation neurologique que j'avais étudiées, mais que la plupart des médecins considèrent trop expérimentales ou laborieuses. Et ça a marché. Mon père s'est réveillé. Victoire sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine. C'était de l'empathie, une émotion qu'elle avait réussi à supprimer pendant des années. Mais il y a plus dans l'histoire. Antoine continua, sa voix devenant plus tendue. Pendant que je m'occupais de mon père, l'hôpital où je travaillais m'a fait pression pour que je revienne. Ils ont dit que je gâchais mon talent, que mon père était un cas perdu. Quand j'ai refusé, quand j'ai insisté sur le fait qu'il y avait de l'espoir là où ils n'en voyaient aucun, ils ont commencé une enquête sur ma compétence professionnelle. The action of the speaker. Ils vous ont retiré votre licence? Ils ne sont pas allés aussi loin. Mais il est devenu clair que si je revenais, je serais toujours le médecin qui a abandonné ses patients, qui a donné la priorité à l'émotion sur la science. Ma réputation était ruinée avant même d'avoir réellement commencé, alors j'ai décidé de ne pas revenir. Et le garage? Mon père s'est rétabli, mais il ne pouvait plus gérer le travail physique. Quelqu'un devait maintenir l'entreprise. Je connaissais les voitures. J'avais passé mon adolescence à l'aider ici, alors je suis devenu garagiste. Antoine sourit tristement. Il s'avère que réparer des voitures est remarquablement similaire à la chirurgie. Des systèmes complexes qui nécessitent un diagnostic précis, des mains fermes et de la patience. Mais vous êtes toujours médecin. Victoire dit, vous ne pouvez pas simplement éteindre cette connaissance? Non, vous ne pouvez pas. Antoine fut d'accord. C'est pourquoi, quand je vous ai vu ce jour-là, quand j'ai remarqué certains signes dans votre posture et vos mouvements réflexes, j'ai reconnu un schéma. Et quand je vous ai soutenu pendant cette quasi-chute, j'ai senti une résistance musculaire là où il ne devait y en avoir aucune. Petite. Mais là, Victoire respira profondément. Les médecins m'ont dit pendant 8 ans qu'il n'y avait aucun espoir, que je devais accepter ma condition et adapter ma vie. Pourquoi devrais-je vous croire vous plutôt qu'eux? Vous ne devriez pas. Antoine répondit honnêtement. Du moins pas sans preuve. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment explorer cela, nous devrons faire une évaluation complète. Je ne peux pas utiliser d'équipement médical officiel. J'ai perdu ces privilèges, mais je connais des techniques d'évaluation neurologique manuelle qui sont aussi précises que de nombreux tests modernes. Et si vous découvrez qu'il y a une possibilité de récupération, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors je concevrai un programme de rééducation. Il sera intense, douloureux, et il n'y a aucune garantie. Vous pourriez travailler pendant des mois et ne récupérer qu'un peu de sensations, ou vous pourriez récupérer beaucoup plus. Nous ne le savons pas avant d'essayer. Victoire l'étudia pendant un long moment. Cet homme avait sacrifié une carrière prometteuse pour son père. Il avait supporté le rejet de ses collègues pour croire en quelque chose que d'autres considéraient impossible, et il s'était caché dans ce garage, en utilisant ses mains magiques pour réparer des moteurs au lieu de sauver des promesses. B.S. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Victoire dit lentement. Pendant 8 ans, j'ai construit une vie autour de ma condition. J'ai accepté certaines limitations. J'ai trouvé du pouvoir ailleurs. Si vous me donnez de l'espoir et qu'ensuite cet espoir s'avère faux, je ne serai pas seulement physiquement là où j'ai commencé. Je serai émotionnellement détruite. Je le sais. Antoine hocha la tête. L'espoir est l'émotion la plus dangereuse pour quelqu'un ayant une lésion de la moelle épinière. C'est pourquoi je ne promets pas de miracle. Je promets seulement l'honnêteté et mon meilleur effort. Et si ça marche? Victoire continua. Si je peux réellement récupérer quelque chose, ce sera parce qu'un garagiste a fait ce que les meilleurs neurochirurgiens du monde ont dit être impossible. Comprenez-vous à quel point ce serait humiliant pour moi? Est-ce plus humiliant que de passer le reste de votre vie à vous demander s'il y avait une chance que vous n'avez pas saisie? Demanda gentiment Antoine. La question frappa Victoire comme un coup de poing. Il avait raison. Oui, il avait complètement raison. Très bien, dit-elle finalement. Faites-le. Évaluez-moi. Et si vous trouvez quelque chose de réel, quelque chose qui justifie cette folie, je considérerai votre programme de rééducation. Antoine hocha la tête et se leva. J'aurai besoin d'environ 2 heures. Pouvez-vous rester?
Victoire regarda sa montre Cartier en édition limitée. Elle avait 3 réunions prévues cet après-midi, toutes importantes pour des affaires qui géraient des millions d'euros. Mais soudain, ces réunions semblaient complètement insignifiantes comparées à la possibilité, aussi lointaine soit-elle, de récupérer quelque chose qu'elle avait supposé perdu pour toujours. « Annulez tout », dit-elle à Thierry par téléphone. « Je serai ici le temps qu'il faudra. » Tandis qu'Antoine préparait l'espace, déplaçant le fauteuil de Victoire vers une zone plus privée du garage et couvrant les fenêtres pour l'intimité, elle observait ses mouvements. Ils étaient précis, professionnels, les mouvements de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois auparavant. Ce n'était pas un garagiste jouant au médecin, c'était un médecin déguisé en garagiste. « Je vais avoir besoin que vous me fassiez entièrement confiance », dit Antoine quand il fut prêt. « Certaines de ces évaluations peuvent être inconfortables. Si à un moment donné vous voulez arrêter, dites-le simplement. »« Je n'arrêterai pas », Victoire répondit avec détermination. « Faites ce que vous avez à faire. » Et ainsi commença l'une des sessions les plus extraordinaires que Victoire n'aurait jamais vécues. Pendant les 2 heures suivantes, Antoine réalisa une évaluation neurologique qui rivalisait avec tout ce qu'elle avait expérimenté dans des hôpitaux d'élite. Il utilisa ses mains comme des instruments de diagnostic, appliquant une pression sur des points spécifiques, provoquant des réflexes, évaluant des réponses musculaires microscopiques, et lentement, méthodiquement, il trouva ce qu'il cherchait. Ici, Antoine pressa un point spécifique de sa colonne vertébrale lombaire. « Sentez-vous cela ?»« Oui », Victoire murmura, des larmes se formant dans ses yeux. « C'est petit, comme un picotement distant, mais oui. »« Et ceci ?» Il déplaça ses mains légèrement plus bas. « Aussi. Mon Dieu, je le sens aussi. » Antoine continua à documenter chaque réponse, chaque sensation, chaque petit signe d'activité neurologique qui ne devait pas être là selon ses dossiers médicaux officiels. Quand il eut finalement fini, il s'assit en face d'elle avec une expression sérieuse mais pleine d'espoir. « Madame Delacroix, » commença-t-il, « votre lésion n'est pas complète. Il y a des voies neurologiques résiduelles. Elles sont faibles, très faibles, mais elles sont là. Avec une rééducation intensive, spécifiquement conçue pour activer ces voies, il y a une possibilité réelle de récupération. » « Combien de récupération ?» Victoire demanda, sa voix tremblante. « Je ne peux pas vous promettre que vous marcherez à nouveau. » Antoine fut brutalement honnête. « Ce serait irresponsable. Mais je crois que nous pouvons récupérer une sensation significative. Être un certain contrôle musculaire et, avec un peu de chance, une fonction suffisante pour améliorer considérablement votre qualité de vie. » Les larmes que Victoire avait retenues tombèrent finalement. Pendant 8 ans, elle avait accepté une sentence à vie sans possibilité de changement et maintenant un garagiste couvert de cambouis lui disait qu'il y avait de l'espoir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle entre les sanglots. « Pourquoi les autres médecins ne l'ont-ils pas détecté ? Parce qu'ils ne cherchaient pas. » Antoine répondit simplement « Votre blessure initiale était grave. Les médecins ont vu les dommages évidents et ont supposé qu'elle était complète, mais les lésions de la moelle épinière sont complexes. Parfois, il y a des voies neurologiques qui survivent, mais entrent dans un état de latence. Elles ne sont pas mortes, juste endormies, et avec le bon stimulus, elles peuvent se réveiller. « Quand commençons-nous » Victoire demanda en essuyant ses larmes. « Cela dépend de vous, » dit Antoine. « Le programme que je concevrai sera brutal. Séance quotidienne de 3 à 4 heures, exercice douloureux, progrès lent et frustrant. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, où vous vous demanderez si l'effort en vaut la peine. Je n'abandonnerai pas, Victoire affirma avec une férocité qui la surprit elle-même. J'ai survécu 8 ans dans ce fauteuil. Je peux survivre à tout ce qui est nécessaire pour en sortir. Antoine sourit, et pour la première fois, Victoire vit une approbation sincère dans ses yeux. Bien, parce que nous allons avoir besoin de cette détermination. Nous commençons demain, si vous êtes prête. Je serai prête, Victoire promit. Tandis que Thierry la ramenait à son hôtel particulier ce soir-là, Victoire regardait par la fenêtre une ville qu'elle connaissait si bien, mais qui semblait soudain complètement différente. Le monde n'avait pas changé, c'était elle qui avait changé. Pendant 8 ans, elle avait utilisé son handicap comme armure et comme arme, comme excuse pour s'isoler, pour justifier sa cruauté, pour maintenir tout le monde à distance. Mais ce garagiste aux mains magiques et au passé secret venait de lui offrir quelque chose de plus dangereux que n'importe quelle menace, la possibilité. Et Victoire Delacroix, la femme qui contrôlait des empires, mais ne pouvait pas contrôler son propre corps, était sur le point de découvrir que le vrai défi n'était pas physique, il était émotionnel. Parce que récupérer la capacité de marcher,
signifierait confronter toutes les raisons pour lesquelles elle avait cessé d'essayer. En premier lieu, l'aube du jour suivant trouva Victoire éveillée. Elle n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit entière à regarder le plafond de sa chambre, traitant ce qui était sur le point de commencer. À 6 heures du matin, lorsque son infirmière privée entra pour la routine matinale habituelle, Victoire était déjà vêtue de vêtements de sport qu'elle avait commandés spécialement pour l'occasion. Madame Delacroix, l'infirmière, une femme d'âge moyen nommée Hélène, qui travaillait pour elle depuis 3 ans, semblait sincèrement surprise. « Vous sortez si tôt ? Je vais au garage. » Victoire répondit en s'appliquant de la crème sur les mains avec des mouvements précis. « Et Hélène, j'ai besoin que vous prépariez ma salle d'exercice. Elle va avoir un usage différent maintenant. » La salle d'exercice de l'hôtel particulier de Victoire était un espace de 200 carrés mètres qui avait été conçu par les meilleurs physiothérapeutes du pays et ensuite abandonné après 6 mois de tentatives frustrantes. Elle avait de l'équipement de rééducation de pointe, tous couverts maintenant de draps comme des fantômes d'espoir passé. « Êtes-vous sûr ?» Hélène demanda gentiment. Elle avait été présente pendant ces 6 mois dévastateurs lorsque Victoire avait essayé tous les traitements conventionnels et que tous avaient échoué. Elle avait vu la douleur, la frustration et finalement la résignation. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. » Victoire répondit avec une détermination qui fit reculer involontairement Hélène. Le garage d'Antoine ouvrait officiellement à 8 heures, mais Victoire arriva à 7 heures. Antoine était déjà là, ce qui ne la surprit pas. Il y avait quelque chose chez cet homme qui suggérait que le travail acharné n'était pas une obligation, mais une nature. « Vous arrivez tôt », commenta Antoine en sortant de son bureau avec 2 tasses de café. Il en offrit une à Victoire, qu'il accepta avec une surprise qu'elle ne put cacher. Dans son monde, les gens la servaient, ne lui offraient pas. « Je voulais commencer », Victoire admit. « Je ne veux pas perdre un jour de plus. » Antoine hocha la tête avec approbation. « Bien, parce que ce que je vais vous demander de faire va défier tout ce que vous croyez savoir sur les limites. » Il guida son fauteuil vers une section du garage qui avait été complètement transformée du jour au lendemain. Là où il y avait auparavant des outils et des pièces de voiture, il y avait maintenant un tapis d'exercice professionnel, des bandes de résistance et plusieurs dispositifs que Victoire reconnut de sa propre salle d'exercice abandonnée. « Avez-vous fait tout cela la nuit dernière ?» demanda-t-elle, sincèrement impressionnée. « Avec l'aide de mes mécaniciens ?» Antoine répondit. « Ils savent ce que je fais. En fait, 2 d'entre eux ont travaillé avec moi sur des cas similaires au cours des dernières années. »« Des cas similaires ? Vous êtes la numéro 17, » Antoine admit. « Des patients que d'autres médecins ont désavoués, qui ont trouvé leur chemin vers ce garage d'une manière ou d'une autre. Tous n'ont pas réussi, mais environ 60% ont connu un certain degré de récupération. » La révélation laissa Victoire momentanément, sans voix. Cet homme avait réalisé des miracles médicaux en secret depuis un garage mécanique, aidant des personnes que le système médical officiel avait abandonnées. « Pourquoi ne faites-vous pas cela officiellement ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vous cachez ici ? Parce que le système médical exige des choses que je ne peux ou ne veux pas fournir. » Antoine répondit en préparant l'espace. « Il exige des accréditations qui m'ont été refusées injustement. Il exige de facturer des prix que la plupart de mes patients ne pourraient jamais payer. Et il exige de suivre des protocoles dont je sais par expérience qu'ils ne sont pas toujours les meilleurs. Alors, vous travaillez gratuitement ? Je travaille pour ce que les gens peuvent payer, Antoine corrigea. Certains ne paient rien, d'autres comme vous ont des ressources. Si vous décidez de me payer, cet argent va à un fonds qui aide d'autres patients. Victoire traita cette information. Dans son monde, tout avait un prix, et ce prix était généralement exorbitant. L'idée de quelqu'un fournissant des services médicaux spécialisés pour ce que les gens pouvaient payer était révolutionnaire et humiliante, car cela signifiait que ce garagiste avait quelque chose que tout son argent n'avait pas pu acheter. Des principes sincères. Commençons. Antoine annonça. Première évaluation. Je vais vous transférer du fauteuil au tapis. J'ai besoin que vous me fassiez entièrement confiance. Victoire sentit un nœud d'anxiété se former dans son estomac. Pendant 8 ans, les transferts avaient été effectués par du personnel médical professionnel, avec des équipements spécialisés. L'idée d'être porté par un garagiste dans un atelier semblait presque absurde, mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Antoine qui transmettait une compétence absolue. Très bien. Victoire hocha la tête. Antoine s'approcha, et ses mains trouvèrent des positions spécifiques sur son corps. En 3, compta-t-il. 1, 2, 3. Le mouvement fut fluide, parfait, professionnel. En quelques secondes, Victoire était allongée sur le tapis,
et elle n'avait ressenti aucun moment d'insécurité ou de peur. Antoine l'avait déplacée avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois. Maintenant, nous allons commencer par des évaluations de base. Antoine expliqua en s'agenouillant à côté d'elle. Je vais toucher différents points de vos jambes et de vos pieds. Je veux que vous me disiez si vous sentez quelque chose, aussi petit soit-il. N'essayez pas de deviner. Ne supposez pas. Rapportez seulement ce que vous ressentez réellement. Pendant l'heure suivante, Antoine réalisa l'évaluation la plus exhaustive que Victoire n'aurait jamais connue. Et à son étonnement croissant, elle sentit des choses. Pas beaucoup, pas toujours. Mais elles étaient là. De petites sensations de pression, des touches distantes qui ne devaient pas exister, des échos de ce qui avait été autrefois une sensation complète. C'est incroyable. Victoire murmura après une réponse particulièrement claire. Comment est-ce possible? Votre moelle épinière est comme une autoroute, expliqua Antoine pendant qu'il travaillait. L'accident a causé un blocage majeur sur cette autoroute, mais quelques routes secondaires ont survécu. Elles sont endommagées, faibles, mais elles sont là. Notre travail est de reconstruire ces routes, de les rendre plus fortes, de créer de nouvelles connexions. Et c'est possible? Le cerveau humain est la chose la plus adaptable de l'univers. Antoine répondit. Il peut créer de nouvelles voies neurologiques lorsque les anciennes sont bloquées. C'est un processus appelé neuroplasticité. La médecine conventionnelle le reconnaît, mais sous-estime généralement son pouvoir. Quand il eut fini l'évaluation, Antoine aida Victoire à s'asseoir. Son expression était sérieuse mais pleine d'espoir. « Bien, dit-il, voici la vérité sans filtre. Vous avez plus d'activité neurologique résiduelle que ce que je pensais initialement. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que récupérer une fonction va nécessiter un travail qui est probablement plus intense que tout ce que vous avez fait dans votre vie. Dites-moi ce que je dois faire. » Victoire répondit sans hésiter. « Nous allons commencer par une stimulation électrique neuromusculaire combinée à une thérapie physique intensive. 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Les exercices seront douloureux. Votre corps va protester. Vous allez vouloir abandonner. »« Je n'abandonnerai pas, » Victoire affirma. Antoine l'étudia pendant un long moment. « Il y a autre chose que vous devez comprendre. Ce processus n'est pas seulement physique. Vous allez devoir confronter des raisons émotionnelles pour lesquelles votre corps s'est accroché à cette condition. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que parfois le corps maintient des conditions parce qu'elles servent un but psychologique. Je ne dis pas que votre blessure n'est pas réelle, mais je dis que la récupération nécessitera que vous exploriez pourquoi une partie de vous pourrait résister à la guérison. La suggestion mit Victoire en colère initialement. « Êtes-vous en train de dire que c'est psychologique? Que je choisis d'être dans ce fauteuil ?» ?»« Non, » Antoine répondit calmement. « Je dis que l'esprit et le corps sont connectés de manière que la médecine occidentale commence à peine à comprendre et que la vraie guérison nécessite d'aborder les deux. » Victoire voulait argumenter. Elle voulait défendre sa position, mais quelque chose dans la façon dont Antoine l'avait dit la fit faire une pause. Pendant 8 ans, elle avait utilisé son fauteuil comme bouclier, comme excuse pour tout contrôler autour d'elle, pour maintenir les gens à distance, pour justifier sa cruauté en réponse au traumatisme. Et si une partie d'elle s'accrochait réellement à cette condition parce que cela lui donnait du pouvoir d'une manière tordue? « Très bien, » dit-elle finalement, sa voix plus douce. « Je ferai le travail physique et émotionnel. » Antoine sourit. « Alors, commençons. Aujourd'hui, nous allons établir votre ligne de base. Je veux voir ce que vous pouvez faire maintenant pour que nous ayons quelque chose à comparer plus tard. » Les 90 minutes suivantes furent les plus exigeantes physiquement que Victoire avait vécues depuis des années. Antoine la guida, à travers des exercices qui activaient des muscles qu'elle avait supposés complètement morts. Il utilisa la stimulation électrique pour provoquer des contractions musculaires. Puis il lui enseigna des techniques pour essayer de reproduire ces contractions volontairement. Au début, il ne se passa rien. Ses jambes restèrent complètement inertes, peu importe à quel point elle essayait. Mais Antoine était persistant, ajustant les techniques, essayant différentes approches, cherchant cette étincelle de connexion neurologique. Et puis, après 40 minutes de tentatives frustrantes, cela arriva. Victoire était concentrée intensément sur son gros orteil droit, essayant de le bouger comme Antoine lui avait instruit. Elle avait essayé cela des milliers de fois au cours des premières années après l'accident, toujours sans résultat. Mais cette fois, avec la combinaison de la stimulation électrique d'Antoine et de sa propre concentration acharnée, elle vit quelque chose d'impossible. Son orteil bougea. Ce ne fut pas un grand mouvement, à peine 1 millimètre peut être moins, mais il bougea. « Oh mon Dieu !» Victoire cria, des larmes lui montant instantanément aux yeux.
Il a bougé. Mon orteil a bougé. Antoine se pencha plus près, observant attentivement. Encore une fois. Essayez encore une fois. Victoire concentra toute son attention, toute sa volonté sur cet orteil. Et lentement, douloureusement, il bougea à nouveau. Cette fois un peu plus clairement. Oui, Antoine célébra avec elle, un sourire sincère illuminant son visage. C'est ça, c'est la connexion que nous devions trouver. Victoire sanglotait ouvertement maintenant, 8 ans de désespoir se déversant en larmes de quelque chose qui était moitié soulagement et moitié terreur absolue. Parce que si cela était possible, si elle pouvait réellement récupérer une fonction, cela signifiait que tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge. Cela signifiait qu'elle avait passé 8 ans à accepter une sentence qu'elle n'avait être pas eue à accepter. Ce n'est pas votre faute, dit gentiment Antoine, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Les médecins ont travaillé avec les informations qu'ils avaient. Ils ont fait de leur mieux, mais parfois, le mieux n'est pas suffisant. Quand la session fut terminée, Antoine aida Victoire à s'asseoir. Son expression était sérieuse mais pleine d'espoir. « Reposez-vous aujourd'hui », instruisit-il. « Votre corps a besoin de traiter ce que nous venons de faire. Demain, nous continuerons. » That's the way action. Maisien. And from relation to la. Antoine. Victoire l'appela avant qu'il ne puisse partir. « Merci. Non seulement pour ceci, elle gesticula vers le tapis d'exercice, mais pour ne pas avoir abandonné quand vous avez vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. » Antoine hocha la tête. Tout le monde mérite une seconde chance, Victoire, même ceux qui ne croient pas qu'ils la méritent. Les mots restèrent avec Victoire pendant tout le trajet de retour à la maison. Elle avait traité Antoine avec un mépris absolu lors de leur première rencontre. Elle l'avait menacé, insulté. Elle l'avait jugé complètement basé sur son apparence, et il avait répondu avec compassion, avec professionnalisme, avec un cadeau qu'il n'avait pas eu à lui donner. Pour la première fois depuis 8 ans, Victoire se demanda qui était vraiment la personne qui la regardait depuis le miroir. Pendant les 3 semaines suivantes, Victoire se transforma. Elle arrivait au garage d'Antoine, chaque matin à 7 heures, avant que les autres mécaniciens n'arrivent. Elle travaillait avec une intensité qui surprenait même Antoine, poussant son corps au-delà des limites qu'elle avait supposées être absolues. Et lentement, miraculeusement, son corps répondait. Le mouvement de l'orteil s'étendit à plus d'orteils. Puis elle commença à sentir des sensations plus fortes dans ses pieds. Un matin mémorable, elle réussit à fléchir légèrement sa cheville. C'était de petites victoires, microscopiques comparées à la fonction complète. Mais pour Victoire, elles étaient monumentales. Mais le vrai changement n'était pas seulement physique, il était dans la façon dont Victoire commença à voir le monde et elle-même à l'intérieur. Un matin, elle arriva tôt et trouva Antoine travaillant sur la voiture d'une femme âgée avec des vêtements usés mais propres. La femme était inquiète, expliquant qu'elle avait besoin de sa voiture pour se rendre à son travail à l'hôpital où elle nettoyait des chambres. « Je n'ai pas beaucoup d'argent », la femme admit avec embarras, « mais je peux payer en plusieurs fois. »« Le travail est fait », Antoine interrompit gentiment. « Il n'y a pas de frais, mais je ne peux pas accepter la charité. » La femme protesta. « Ce n'est pas de la charité. » Antoine répondit avec un sourire. « C'est un investissement dans ma communauté. Vous vous occupez des malades dans cet hôpital. Je m'occupe des gens de mon quartier. Nous faisons tous notre part. » Victoire observa cette interaction depuis sa voiture, où elle attendait qu'Antoine finisse, et sentit quelque chose d'étrange et d'inconnu bouger dans sa poitrine. De la honte. De la honte pour toutes les fois où elle avait traité les actes de bonté comme des transactions, pour toutes les fois où elle avait supposé que les gens n'aidaient que lorsque cela bénéficiait à leurs propres intérêts. « Vous voyez ça souvent ?» Victoire demanda lorsque la femme partit, des larmes de gratitude dans les yeux. « Quoi donc ?» Antoine répondit, déjà concentré sur la préparation de l'espace pour leur session. « Des gens qui ne peuvent pas payer. La plupart de mes clients ne peuvent pas payer ce qu'un garage normal facturerait. » Antoine admit. « C'est pourquoi je facture ce qu'ils peuvent. Certains paient intégralement, certains paient partiellement, certains ne paient rien. Au final, tout s'équilibre. » Ce n'est pas une façon de gérer une entreprise. Victoire commenta, bien que son ton soit plus curieux que critique. Ça dépend de ce que vous définissez comme succès dans une entreprise. Antoine répondit, si ce n'est que de l'argent, alors non, ce n'est pas efficace. Mais si c'est construire une communauté où les gens prennent soin les uns des autres, alors je suis l'homme le plus réussi que je connaisse. La philosophie était si radicalement différente de tout ce que Victoire avait opéré pendant toute sa vie qu'elle la laissa sans voix. Dans son monde, le succès se mesurait en chiffres. Profit trimestriel, valeur des actions,
retour sur investissement. L'idée que le succès pouvait se mesurer en sourires de gratitude, en communauté forte, en personnes s'aidant mutuellement, lui était complètement étrangère. Mais tandis qu'elle observait Antoine travailler, tandis qu'elle voyait comment ses autres mécaniciens le respectaient, non pas par peur, mais par admiration sincère, tandis qu'elle remarquait comment les clients revenaient non parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils avaient entièrement confiance en cet homme, Victoire commença à remettre en question tout, qu'elle avait cru sur la valeur et le succès. « Je veux faire quelque chose ». Victoire annonça un après-midi, après une session particulièrement réussie, où elle avait réussi à fléchir ses 2 chevilles simultanément. « Quoi donc ?» Antoine demanda, en nettoyant l'équipement. « Je veux financer votre travail officiellement. Je veux créer une fondation qui vous permettra d'aider plus de gens comme moi, des gens que le système médical a abandonnés. » Antoine s'arrêta dans son nettoyage, son expression devenant prudente. « Victoire, c'est généreux, mais… » « Il n'y a pas de mais. » Victoire interrompit. « J'ai passé 8 ans à utiliser mon argent pour construire des murs autour de moi. Je veux commencer à l'utiliser pour construire des ponts, pour aider les autres, et votre travail mérite des ressources qu'il n'a pas. Et que voudriez-vous en retour ?» Antoine demanda, s'attendant clairement à ce qu'il y ait des conditions. « Rien. » Victoire répondit simplement. « Juste que vous continuiez à faire ce que vous faites, aider des personnes que d'autres ont abandonnées, démontrant que les miracles sont possibles lorsque quelqu'un refuse d'accepter des limitations. » Antoine l'étudia pendant un long moment, comme s'il évaluait si ce changement chez Victoire était sincère ou temporaire. Finalement, il hocha la tête lentement. « Très bien, mais avec une condition propre. » « Laquelle ? » « Que vous travailliez dans la fondation, non seulement en la finançant, mais en étant impliqué, en rencontrant les patients, en comprenant leurs histoires, parce que je crois que cela fera partie de votre propre guérison. » Victoire ouvrit la bouche pour protester, puis s'arrêta. Antoine avait raison. Pendant 8 ans, elle avait été enfermée dans sa tour d'ivoire, isolée de l'humanité réelle. Il était peu, être temps de se reconnecter. « J'accepte, » dit-elle. Cette décision changea tout. Pendant les semaines suivantes, Victoire ne continua pas seulement sa rééducation intensive, mais commença à s'impliquer dans les vies des autres personnes qu'Antoine aidait. Elle rencontra Luc, un jeune homme de 20 ans qui était devenu paralysé après avoir été abattu lors d'une agression. Elle rencontra Isabelle, une mère de 3 enfants qui avait subi un accident de la route et à qui on avait dit qu'elle ne sentirait plus jamais ses jambes. Elle rencontra Paul, un homme âgé qui avait eu un AVC et qui récupérait lentement la fonction motrice. Chaque histoire était différente, mais toutes partageaient le même thème. Des personnes que le système médical officiel avait désavouées, mais qui avaient trouvé l'espoir dans les mains magiques d'un garagiste qui refusait d'accepter impossible comme réponse finale. Et Victoire apprit quelque chose de fondamental. Sa douleur n'était pas unique, sa lutte n'était pas spéciale. Elle faisait partie d'une communauté de personnes luttant contre des limitations que d'autres avaient imposées sur elle. « Savez-vous ce qui est le plus difficile ?» Isabelle lui dit un après-midi alors qu'elles faisaient toutes les deux des exercices de rééducation côte à côte dans le garage. « Ce n'est pas la douleur physique, c'est la façon dont les gens vous regardent comme si vous n'étiez plus complètement humaine. » 19. I was raised too high. Victoire sentit ces mots comme un coup de poing, car pendant 8 ans, elle avait regardé les autres exactement comme ça. Elle avait réduit les gens à leurs emplois, leurs comptes en banque, leur utilité pour elle. Elle ne les avait pas vus comme complètement humains. J'étais comme ça, Victoire admit doucement. Je regardais les gens et je ne voyais que des étiquettes. Garagiste, femme de ménage, chauffeur. Je ne voyais jamais les personnes complètes derrière ces étiquettes. Et maintenant ? Isabelle demanda curieuse. Maintenant, je vois que j'étais la plus handicapée de tous. Non pas dans mon corps, mais dans mon humanité. Ce fut la même semaine que Victoire prit une décision qui surprit tous ceux qui la connaissaient. Elle convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration des laboratoires Delacroix, la société que sa famille avait construite pendant 3 générations. La salle de conférence, au 45 étages de l'immeuble de bureaux le plus haut de la ville, était pleine d'hommes et de femmes en costumes coûteux, tous observant Victoire, avec des mélanges de curiosité et d'inquiétude. Il y avait des rumeurs qui circulaient sur des changements dans son comportement, sur des visites à un garage mécanique, sur des investissements étranges dans des programmes de rééducation non conventionnels. « Mesdames et messieurs », Victoire commença, son fauteuil positionné au bout de la table en acajou de 20 mètres de long. « Au cours des 8 dernières années, j'ai dirigé cette entreprise depuis une position d'isolement. J'ai pris des décisions basées uniquement sur des marges de profit, sans considérer l'impact humain de ces décisions. » Le silence dans la salle était absolu.
Personne n'avait jamais entendu Victoire admettre la vulnérabilité ou l'erreur. Récemment, continua-t-elle, j'ai appris des leçons importantes sur la valeur, sur le but, sur ce que signifie réellement le succès. Et j'ai décidé d'apporter des changements significatifs à la façon dont nous opérons en tant qu'entreprise. This and older. Expand. Quel genre de changement? Demanda François Leclerc, le directeur financier qui travaillait avec la famille Delacroix depuis 20 ans. Premièrement, nous allons établir un programme d'accès aux médicaments pour les personnes qui ne peuvent pas payer les prix complets. Deuxièmement, nous allons investir 30% de nos bénéfices annuels dans la recherche de traitements pour des conditions qui sont généralement ignorées parce qu'elles ne sont pas suffisamment rentables. Et troisièmement, nous allons nous associer à des cliniques communautaires pour fournir des soins médicaux accessibles dans des zones mal desservies. Le murmure qui suivit fut de choc et de désapprobation. Le directeur des opérations, un homme appelé Jérôme Fournier, parla d'une voix tendue. « Madame Delacroix, avec tout le respect que je vous dois, ces propositions réduiraient nos bénéfices d'environ 40%. Les actionnaires ne l'accepteront jamais. Les actionnaires l'accepteront parce que je suis l'actionnaire majoritaire. » Victoire répondit calmement. « Et j'ai décidé que cette entreprise fera plus que générer de la richesse, elle générera de l'espoir. C'est de la folie. » Fournier se leva, son visage rougit. « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce ce garagiste dont tout le monde parle? Vous a-t-il lavé le cerveau? » « Au contraire, » Victoire répondit, et pour la première fois, un sourire sincère apparut sur son visage. « Il m'a aidé à voir clair pour la première fois de ma vie, et ce que je vois, c'est que j'ai mesuré le succès avec les mauvaises métriques. » « Alors, peut-être que vous ne devriez pas diriger cette entreprise. » Fournier la défia. « Peut-être avez-vous raison. » Victoire fut d'accord, surprenant tout le monde. « Il est peut-être temps que cette entreprise soit dirigée par quelqu'un qui comprend que la médecine ne devrait pas être une entreprise qui privilégie les bénéfices sur les vies. » Desintrogasuranlas, isnotias. La réunion se termina dans le chaos. 3 membres du conseil d'administration démissionnèrent immédiatement. D'autres menacèrent de bataille juridique, mais Victoire maintint sa position ferme. Et à sa surprise, certains membres du conseil d'administration, en particulier les plus jeunes, exprimèrent leur soutien. « Mon père a travaillé pour votre grand-père », dit Amélie Chen, une cadre de 35 ans qui avait été récemment promue. Il parlait toujours de la façon dont l'entreprise avait autrefois une âme, se souciait des gens. « Je suis heureuse de voir que vous revenez à ses racines. » Ce soir-là, Victoire retourna au garage d'Antoine. Il était en train de fermer, nettoyant les outils du jour et préparant tout pour demain. Quand il la vit entrer, il remarqua immédiatement quelque chose de différent dans son expression. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Je viens de détruire possiblement l'entreprise familiale. » Victoire répondit, mais elle souriait. Et ironiquement, « Je ne me suis jamais senti aussi fier de moi. » Elle lui raconta la réunion, les propositions, les démissions et le chaos. Antoine écouta en silence, nettoyant l'huile moteur de ses mains pendant qu'elle parlait. « Pensez-vous que j'ai fait ce qu'il fallait ?» Victoire demanda quand elle eut fini. « Est-ce important ce que je pense ?» Antoine répondit. « Oui, c'est très important. » Antoine s'assit sur un tabouret en métal, ses yeux rencontrant les siens. « Je crois que vous avez fait ce qu'il fallait, mais je crois aussi que c'était la décision facile. » Victoire cligna des yeux, surprise. « Facile. Comment peut-il être facile de risquer un empire familial ? Parce que l'argent a toujours été abstrait pour vous. » Antoine expliqua. « Vous n'avez jamais eu à vous soucier du loyer, de mettre de la nourriture sur la table, de choisir entre la médecine et l'électricité. Décider d'utiliser votre richesse pour aider les autres est noble, mais cela ne vous coûte vraiment rien à un niveau personnel. » Les mots firent mal précisément parce qu'ils étaient vrais. Alors, quelle serait la décision difficile ? Changer la façon dont vous traitez les gens que vous rencontrez chaque jour. Confronter les préjugés que vous avez eus toute votre vie. Apprendre à voir la dignité en chaque personne, peu importe son travail ou son compte en banque. C'est ça qui est difficile. Victoire traita cela en silence. Antoine avait raison. Il avait été relativement facile d'écrire un gros chèque ou de changer des politiques d'entreprise. Le difficile était de changer son propre cœur. « Apprenez-moi », dit-elle finalement. « M'apprendre quoi ? Comment voir les gens de la façon dont vous les voyez ? Comment trouver de la valeur là où j'ai été aveugle à elle toute ma vie ?» Antoine sourit. « Vous êtes déjà en train d'apprendre. Chaque jour que vous venez ici, chaque conversation que vous avez avec Luc ou Isabelle ou Paul, chaque moment où vous choisissez l'humilité plutôt que l'arrogance, vous apprenez. » Ce fut à ce moment qu'un des autres mécaniciens, un jeune homme d'environ 25 ans appelé Louis, s'approcha timidement. « Excusez-moi, Madame Delacroix,
commença-t-il nerveusement. Je voulais juste dire ce que vous faites avec l'entreprise pharmaceutique. C'est important. Ma sœur a le diabète. Elle ne peut pas payer son insuline complète. Elle la rationne, se mettant en danger. Si votre programme peut aider des gens comme elle, cela va sauver des vies. Victoire sentit des larmes se former dans ses yeux. Pendant 8 ans, elle avait dirigé une entreprise pharmaceutique sans penser réellement aux vies réelles affectées par ses décisions. Elle avait vu des chiffres sur des feuilles de calcul. Pas des personnes comme la sœur de Louis, Marie, luttant pour survivre. « Comment s'appelle votre sœur » Victoire demanda. « Marie » Louis répondit, surpris par la question. « Je veux la rencontrer et je veux m'assurer qu'elle ait toute l'insuline dont elle a besoin. À partir de demain. » Louis semblait sur le point de pleurer. « Madame, je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne me remerciez pas. » Victoire répondit doucement. « Remerciez Antoine de m'avoir appris à voir des personnes au lieu de chiffres. » Après que Louis fut parti, Antoine et Victoire restèrent en silence pendant un long moment. « Savez-vous ce qui est le plus étrange ?» Victoire parla finalement. « Pour la première fois depuis 8 ans, je ne me sens pas défini par ce fauteuil. Je me sens défini par qui je choisis d'être. C'est parce que vous guérissez. » Antoine observa. « Non seulement votre corps, bien que cela progresse incroyablement aussi, mais vous guérissez les parties de vous qui étaient brisées bien avant l'accident. » Les mots résonnèrent profondément avec Victoire. Elle avait supposé que son traumatisme principal était l'accident d'équitation, la lésion de la moelle épinière. Mais maintenant, elle commençait à voir qu'elle avait été blessée bien avant cela, blessée par une vie de privilège qui l'avait isolée de l'humanité réelle, par des années d'apprentissage que l'argent était plus important que les personnes, par une éducation qui l'avait enseignée à mesurer la valeur en termes matériels. « Antoine » Victoire dit doucement. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. Regrettez-vous jamais d'avoir quitté la médecine, d'avoir sacrifié votre carrière pour votre père ?» Antoine considéra la question attentivement. « Avant, oui. Les premières années ont été très difficiles. Je voyais mes collègues de résidence avancer dans leur carrière, devenir les neurochirurgiens à succès que j'avais prévu d'être. Je me demandais si j'avais gaspillé mon potentiel. Et maintenant ? Maintenant, je vois que je n'ai rien gaspillé. J'ai juste pris un chemin différent. J'ai aidé plus de personnes depuis ce garage que je n'en aurais aidé dans un hôpital d'élite où seuls les riches ont accès. J'ai construit une communauté basée sur les soins mutuels au lieu des transactions financières et j'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas en titres ou en prestige, mais en vie touchée et en cœur changé. Arisei de Cinco. The Facially Inducted Homme. The State. Vous êtes la personne la plus sage que j'ai jamais rencontrée. Victoire admit. Je ne suis pas sage, Antoine rit. Je suis juste quelqu'un qui a appris ses leçons de la manière difficile et a décidé de ne pas gaspiller cette douleur. Ce fut au cours de cette conversation que Victoire se rendit compte de quelque chose de fondamental. Elle était tombée amoureuse d'Antoine, pas nécessairement de manière romantique, bien qu'il y ait eu des éléments de cela aussi, mais d'une manière plus profonde. Elle était tombée amoureuse de sa façon de voir le monde, de sa compassion inébranlable, de son refus de permettre au système de définir ce qui était possible, mais plus important, elle était tombée amoureuse de qui elle était en train de devenir sous son influence. La femme cruelle et amère qu'elle avait été était en train de mourir lentement, remplacée par quelqu'un que Victoire reconnaissait à peine, mais qu'elle aimait infiniment plus. 2 mois après leur première rencontre, Antoine décida que Victoire était prête pour le niveau suivant de sa rééducation. « Aujourd'hui » annonça-t-il avec un sourire qui faisait briller ses yeux. « Nous allons essayer quelque chose que vous penserez probablement être complètement fou. Après tout ce que nous avons fait, rien ne me surprendrait. » Victoire répondit. « Nous allons essayer de vous mettre debout. » Le silence qui suivit fut absolu. Victoire sentit comme si le monde entier s'était arrêté. « Me mettre debout ?» murmura-t-elle finalement. « Antoine, c'est possible. » Antoine compléta. « Vous avez fait des progrès incroyables. Vous avez de la sensation dans la plupart de vos jambes, vous avez un contrôle musculaire partiel dans vos chevilles, vos genoux, même certaines fonctions dans vos hanches. Il est temps de voir si nous pouvons transformer ces petites victoires en quelque chose de plus grand. Mais, et si je tombe? Et si je me blesse? Vous n'allez pas tomber parce que je vais vous soutenir et vous n'allez pas vous blesser parce que je serai là à chaque seconde. Faites-moi confiance, Victoire. » Et elle faisait entièrement confiance. Cet homme l'avait menée du désespoir à l'espoir, de la résignation à la possibilité. S'il disait qu'elle pouvait se tenir debout, alors elle essaierait. Antoine prépara tout méticuleusement. Il installa des barres parallèles qu'il avait construites spécifiquement pour ce moment. Il positionna des tapis de sécurité. Il appela 2 de ses mécaniciens les plus expérimentés pour aider comme soutien supplémentaire. « Bien !»
Antoine s'agenouilla devant Victoire, ses mains trouvant des positions familières sur ses jambes. Nous allons faire cela par étapes. Premièrement, je vais vous aider à vous lever. Je vais soutenir la majorité de votre poids. Votre travail est simplement d'essayer d'activer les muscles que nous avons rééduqués. Prête? Prête. Victoire répondit, bien que sa voix tremblât. Antoine la déplaça avec soin de son fauteuil à une position entre les barres parallèles. Ses mains sous... Et puis, pour la première fois depuis 8 ans, Victoire Delacroix se tint debout. Antoine soutenait la majeure partie de son poids. Oui, et ses jambes tremblaient violemment avec l'effort, mais elle était verticale. Elle regardait Antoine dans les yeux au lieu de regarder vers le haut. Elle expérimentait une perspective qu'elle avait supposée perdue pour toujours. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle les remarquait à peine. Tout son objectif était de maintenir cette position, d'activer chaque muscle qu'Antoine lui avait enseigné à réveiller. « C'est ça. » Antoine l'encourageait, sa voix douce mais ferme. « Sentez vos pieds contre le sol. Sentez votre poids se distribuer à travers vos jambes. Votre corps se souvient de comment faire cela. Vous avez juste besoin de lui rappeler. » Victoire se concentra avec une intensité qui frisait le mystique. Et à son étonnement absolu, elle sentit quelque chose. Ses jambes ne pendaient pas seulement inutilement, mais supportaient une fraction petite mais réelle. « Je le sens », s'exclama-t-elle. « Je supporte une partie de mon poids. » « Oui, Antoine célébra. C'est exactement ce que je voulais voir. Maintenant, je vais réduire mon soutien un tout petit peu, très peu. Je veux que vous essayiez de maintenir votre équilibre. And I think of watching this letter and the scream. Il réduisit légèrement sa prise. Et Victoire sentit ses muscles protester férocement contre le travail supplémentaire. Mais elle se maintint, tremblante, instable, mais debout. Cela ne dura que 30 secondes, mais ce furent les 30 secondes les plus miraculeuses de la vie de Victoire. Quand Antoine l'aida finalement à retourner à son fauteuil, elle sanglotait de manière incontrôlable. « Je me suis tenue debout », elle continuait de répéter. « Je me suis vraiment tenue debout. » Les autres mécaniciens qui avaient été témoins du moment applaudissaient. Certains avaient des larmes dans leurs propres yeux, car tous avaient vu Victoire quand elle est arrivée pour la première fois, arrogante et cruelle, et tous avaient été témoins de sa transformation. « Ce n'est que le début », lui dit Antoine, s'agenouillant devant elle et prenant ses mains. Avec de la pratique, vous allez pouvoir vous tenir debout pendant de plus longues périodes. Éventuellement, avec le soutien correct, vous pourrez être même faire des pas. Des pas. Victoire pouvait à peine prononcer le mot. Je ne promets pas que vous marcherez indépendamment. Antoine fut prudent de clarifier. Mais je crois que nous pouvons arriver à ce que vous puissiez marcher avec assistance. Un déambulateur peut être éventuellement juste des cannes. Ce ne sera pas facile. Cela prendra des mois, peut être des années, mais c'est possible. Victoire l'embrassa alors, sans se soucier qu'il soit couvert de graisse moteur, sans se soucier des larmes qui tachaient son uniforme. Seul importait cet homme incroyable qui avait refusé d'accepter impossible comme réponse. « Merci », murmura-t-elle contre son épaule. « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je n'abandonne jamais avec les gens qui sont prêts à se battre pour eux-mêmes. » Antoine répondit en lui rendant son étreinte gentiment. « Et vous, Victoire, vous êtes une combattante. » Les semaines suivantes furent des montagnes russes d'émotions et de découvertes. Victoire pratiquait de se tenir debout tous les jours, augmentant progressivement le temps où elle pouvait soutenir son propre poids. 20 secondes devinrent 30. 30 devinrent 1 minute. Et ensuite, en un jour mémorable, elle maintint sa position pendant 5 minutes complètes. Mais le vrai défi arriva lorsque Antoine annonça l'étape suivante. « Il est temps d'essayer un pas », dit-il un matin après que Victoire eut réussi à se tenir debout pendant près de 10 minutes avec un soutien minimal. Un pas. Victoire sentit la terreur, et l'excitation se mélanger en proportions égales. « Antoine, se tenir debout est une chose, mais bouger les jambes. »« Je sais. » Antoine hocha la tête. « C'est exponentiellement plus complexe. Cela nécessite de la coordination, de l'équilibre et de la force que vous développez encore. Mais je crois que vous êtes prête à essayer. » Il prépara un système de harnais de sécurité qui la soutiendrait si elle perdait l'équilibre. Il positionna les barres parallèles pour qu'elle ait quelque chose à quoi s'accrocher, et ensuite, avec une patience infinie, il commença à lui enseigner la biomécanique de faire un pas. « Marcher est fondamentalement tomber de manière contrôlée vers l'avant », expliqua-t-il. « Vous transférez votre poids sur une jambe, vous levez légèrement l'autre, vous la déplacez vers l'avant, et ensuite vous transférez à nouveau le poids. Votre cerveau faisait cela automatiquement. Maintenant, nous devons lui enseigner consciemment chaque élément. » La première tentative fut un échec absolu. Victoire réussit à se tenir debout.
Elle réussit à transférer son poids sur sa jambe droite, mais quand elle essaya de lever sa jambe gauche, ses muscles refusèrent simplement de coopérer. Elle serait tombée si Antoine ne l'avait pas soutenue. « Encore !» Victoire ordonna, une détermination féroce dans sa voix. « Votre corps a besoin de se reposer. » Antoine prévint. « Encore !» Victoire répéta, et Antoine reconnut cette expression. C'était la même qu'il avait vue chez des douzaines de patients qui étaient sur le point de réaliser quelque chose d'impossible, pure volonté inébranlable. Ils essayèrent encore, et encore, et encore. Pendant 2 heures, Victoire essaya de faire un seul pas, et chaque fois, elle échouait. Mais à chaque échec, elle apprenait quelque chose. Ses muscles se rappelaient progressivement comment se coordonner. Son cerveau reconstruisait des connexions neurologiques qui avaient été dormantes pendant des années. Et puis, à la tentative numéro 37, cela arriva. Victoire était debout dans les barres parallèles, son poids sur sa jambe droite. Elle respira profondément, visualisant le mouvement comme Antoine lui avait enseigné. Et ensuite, avec une concentration si intense qu'elle pouvait sentir la sueur se former sur son front, elle leva sa jambe gauche. Ce ne fut pas un soulèvement doux. Son pied traîna sur le sol avec une résistance évidente, mais il se déplaça vers l'avant, à peine 10 cm, mais il bougea, et quand il toucha à nouveau le sol, Victoire était debout dans une nouvelle position. Elle avait fait un pas, son premier pas en 8 ans. Le garage éclata en célébration. Tous les mécaniciens avaient observé, leurs propres travaux oubliés en faveur d'être témoins de ce miracle. Louis pleurait ouvertement. Même le vétéran endurci de 60 ans appelé Jean-Pierre avait des larmes dans les yeux, mais personne n'était plus ému qu'Antoine. Son sourire était si large qu'il illuminait toute la pièce. « Vous l'avez fait !» s'exclama-t-il. « Vous avez fait un pas. Juste un. » Victoire rit à travers ses larmes. « Et le pas le plus laid et maladroit que quelqu'un ait jamais fait. C'est le pas le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. » Antoine répondit avec une sincérité complète. « Parce que c'est un pas que les meilleurs médecins du monde ont dit que vous ne feriez jamais. » Victoire regarda cet homme qui l'avait transformé complètement. Non seulement son corps, bien que ce soit miraculeux en soi, mais son âme. Il l'avait forcée à confronter qui elle avait été, qui elle voulait être, et la distance entre ces deux versions d'elle-même. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous, » dit-elle doucement. « Vous vous trompez, » Antoine répondit. « Je vous ai juste montré le chemin. Vous avez fait tout le travail. » Pendant les 2 mois suivants, Victoire travailla sans relâche à perfectionner ce pas. Un pas devint 2. 2 devinrent 3. Et ensuite, à un moment qui resterait gravé dans sa mémoire pour toujours, elle marcha 5 mètres complets avec un soutien minimal d'Antoine. Ce n'était pas marcher normalement. Chaque pas nécessitait une concentration intense. Son pied droit traînait légèrement. Son équilibre était précaire, mais elle marchait, vraiment, sincèrement, marchait. Mais tandis que son corps se transformait, Victoire réalisa qu'il y avait un autre défi à affronter, le monde extérieur. Pendant des mois, sa rééducation avait été privée, contenue dans les limites sûres du garage d'Antoine. Mais maintenant, il était temps de confronter la société qu'il avait connue uniquement comme la femme handicapée dans le fauteuil roulant en titane. L'opportunité arriva lorsque la chambre de commerce de la ville l'invita à donner le discours principal lors de son gala annuel. C'était un événement que Victoire avait évité religieusement pendant 8 ans. L'idée d'être exposée dans son fauteuil, d'être l'objet de pitié ou d'admiration performative avait été intolérable. Mais maintenant, quelque chose avait changé. « Je vais y assister », Victoire dit à son assistante Sophie par téléphone. Et Sophie, ne mentionnez pas mon fauteuil dans aucun matériel promotionnel. En fait, ne mentionnez pas ma condition du tout. Vous êtes sûr ? Sophie demanda clairement confuse. Ça a été votre marque pendant des années, la PDG à succès qui a surmonté l'adversité. Je ne veux pas être définie par mon handicap. Victoire répondit. Je veux être définie par ce que je fais maintenant. La nuit du gala, Victoire s'habilla avec un soin qu'elle n'avait pas employé depuis des années. Elle choisit une robe longue qui couvrirait ses jambes, mais qui était élégante au lieu de fonctionnelle. Elle se maquilla non pas pour cacher, mais pour mettre en valeur. Elle se coiffa avec un style qui parlait de confiance au lieu de contrôle. Et quand vint le moment d'entrer dans la salle de bal de l'hôtel le plus exclusif de la ville, Victoire fit quelque chose que personne n'attendait. Elle arriva en marchant. Elle utilisait un déambulateur spécialisé qu'Antoine avait modifié pour elle. Ses pas étaient lents, délibérés, mais elle marchait, et l'effet dans la salle fut électrique. Le murmure des conversations s'arrêta instantanément. Toutes les têtes se tournèrent, et pendant un moment, il y eut un silence absolu tandis que 500 personnes traitaient l'impossible. Victoire Delacroix,
que tout le monde avait connu comme étant définitivement confiné à un fauteuil roulant, marchait et ensuite, comme si quelqu'un avait donné un signal invisible, la salle éclata en applaudissements tonitruants. Ce n'était pas l'applaudissement courtois des événements d'entreprise, c'était quelque chose de plus viscéral, de plus sincère. C'était la reconnaissance d'avoir été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Mais Victoire leva une main pour les faire taire, et progressivement l'applaudissement s'éteignit. « S'il vous plaît », dit-elle quand la salle fut silencieuse. « Ne m'applaudissez pas pour avoir marché. Applaudissez l'homme qui a refusé d'accepter le mot impossible comme réponse finale. » Elle gesticula vers l'endroit où Antoine était debout à l'entrée, vêtu du seul costume qu'il possédait, clairement mal à l'aise au milieu de toute cette richesse et ce prestige. Il avait insisté pour ne pas venir, mais Victoire l'avait convaincu en lui disant que cette nuit n'était pas à propos d'elle, mais à propos d'honorer son travail. Antoine Dubois. Victoire continua, sa voix résonnant dans le salon. Il est garagiste. Il répare des voitures dans un garage modeste du côté est de la ville. Mais il est aussi autre chose. C'est un neurochirurgien brillant qui a quitté sa carrière pour s'occuper de son père. C'est un guérisseur qui aide des personnes que le système médical officiel a abandonnées, et c'est la raison pour laquelle je me tiens ici ce soir. Elle pouvait voir les visages dans l'audience changer d'expression de curiosité à la compréhension à quelque chose qui aurait pu être de la honte, car beaucoup d'entre eux, sous différentes formes, avaient contribué à un système qui valorisait les accréditations sur la capacité, qui mesurait le succès en argent au lieu des vies changées. Pendant 8 ans, Victoire continua, sa voix gagnant en force. J'étais la PDG handicapée qui était censée inspirer les autres. Mais la vérité est que j'étais une femme amère qui utilisait son handicap comme excuse pour traiter les autres avec cruauté. J'utilisais mon fauteuil comme arme et comme armure. Le silence dans la salle était maintenant inconfortable. Personne ne s'attendait à ce genre d'honnêteté brutale lors d'un gala d'entreprise. Mais Antoine m'a enseigné quelque chose de fondamental, que le véritable handicap n'est pas physique, c'est l'incapacité de voir l'humanité chez les autres. C'est l'incapacité de reconnaître la valeur au-delà des titres et des comptes en banque. C'est l'incapacité de grandir, de changer et de devenir une meilleure personne. Victoire marqua une pause, permettant aux mots de résonner. Ce soir, j'annonce la Fondation Dubois pour la rééducation alternative. Elle sera financée avec 100 millions d'euros de ma fortune personnelle. Sa mission sera de fournir un traitement et de l'espoir aux personnes avec des lésions de la moelle épinière qui ont été désavouées par la médecine conventionnelle. L'applaudissement qui suivit fut différent du premier. Il était plus sobre, plus réfléchi, car tous dans cette salle savaient que Victoire venait de défier fondamentalement le statu quo médical. Mais ce n'est pas seulement de l'argent. Victoire continua quand l'applaudissement se calma. Il s'agit de changer la façon dont nous valorisons les gens. Il s'agit de reconnaître que la brillance peut exister dans un garage mécanique autant que dans une tour d'entreprise. Il s'agit de comprendre que le vrai succès se mesure en vie touchée, non en bénéfices accumulés. Elle regarda directement Antoine, qui avait des larmes coulant sur son visage. Antoine m'a donné la capacité de marcher à nouveau. Mais plus important, il m'a donné la capacité de voir clair, de sentir profondément, de vivre authentiquement. Et cela, mesdames et messieurs, est un cadeau qu'aucun argent ne peut acheter. Quand elle eut fini son discours, Victoire marcha lentement depuis le podium vers l'endroit où Antoine était debout. Chaque pas était un effort visible, mais elle les fit avec dignité et détermination. Et quand elle arriva finalement à lui, elle prit sa main. « Merci », dit-elle simplement. Antoine ne faisait pas confiance à sa voix pour répondre. Alors il l'embrassa simplement, tandis que la salle entière se levait en ovation. Mais pour Victoire, le vrai moment arriva après, lorsqu'une jeune femme s'approcha timidement. C'était la sœur de Louis-Marie, celle qui avait le diabète. Madame Delacroix, Marie parla d'une voix tremblante. « Je voulais juste dire, le programme d'accès aux médicaments que vous avez commencé a sauvé ma vie, littéralement. Et maintenant, en voyant ce que vous avez fait pour vous, vous nous donnez de l'espoir à tous. L'espoir que le vrai changement est possible. » Victoire sentit des larmes se former dans ses yeux. Pendant 8 ans, elle avait cherché un sens dans des endroits erronés. Elle avait pensé que le pouvoir venait du contrôle, que le succès se mesurait en domination. Mais maintenant, elle comprenait que le vrai pouvoir venait d'élever les autres, et le vrai succès se mesurait en espoir créé. Les mois suivants furent transformateurs non seulement pour Victoire, mais pour toute la ville. La Fondation Dubois ouvrit ses portes avec Antoine comme directeur médical, mais il insista sur une condition, qu'il continue de travailler dans son garage 3 jours par semaine, car comme il l'expliqua, c'était là qu'il trouvait ses meilleures idées, entouré de moteurs et du travail honnête, de ses mécaniciens.
La fondation employa les meilleurs physiothérapeutes, neurologues et spécialistes en rééducation que l'argent pouvait acheter, mais tous travaillaient sous la philosophie d'Antoine. Ne jamais accepter impossible comme réponse finale. Ne jamais abandonner un patient. Ne jamais permettre aux limitations du système médical de dicter ce qui était possible. Victoire continua sa propre rééducation. 6 mois après son premier pas, elle marchait avec seulement une canne. Sa démarche ne serait jamais complètement normale. Elle aurait toujours une légère boiterie dans sa jambe droite, mais elle était mobile, elle était indépendante, et, plus important, elle était complètement transformée. 1 an après leur première rencontre au garage, Victoire organisa une célébration non pas dans une salle de bal luxueuse, mais dans le même garage mécanique où tout avait commencé. Elle invita tous les patients qu'Antoine avait aidés pendant des années, les mécaniciens qui avaient été témoins de sa transformation et les personnes dont la vie avait été changée par la fondation. Luc, le jeune homme qui avait été abattu, pouvait maintenant se tenir debout avec assistance et travaillait vers des pas indépendants. Isabelle, la mère de 3 enfants, avait récupéré suffisamment de sensations pour s'occuper de ses enfants, de manière qu'elle avait pensé perdue pour toujours. Paul, l'homme âgé avec l'AVC, marchait avec un déambulateur et avait récupéré la majeure partie de sa parole. Chaque histoire était un témoignage du pouvoir de refuser d'accepter des limitations, de l'importance de voir le potentiel là où d'autres voyaient l'impossibilité. Pendant la célébration, Antoine s'approcha de Victoire avec une expression sérieuse. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de vous dire », commença-t-il. « Qu'est-ce qui se passe, Victoire ?» demanda immédiatement inquiète par son ton. « L'hôpital universitaire m'a contacté. Ils ont révisé mon cas. Ils veulent réintégrer ma licence médicale et m'offrir un poste de chef de la rééducation neurologique. » Victoire sentit un mélange d'émotions. De la joie qu'Antoine reçoive enfin la reconnaissance qu'il méritait, mais aussi la peur de le perdre, qu'ils choisissent de retourner au monde médical officiel et d'abandonner le travail qu'ils faisaient ensemble. « C'est incroyable, » dit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Que leur avez-vous dit ?» Je leur ai dit non. Antoine répondit simplement. « Quoi? Pourquoi? » Parce que j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de la validation du système médical pour savoir que mon travail a de la valeur. Je n'ai pas besoin d'un titre sur une porte pour savoir que j'aide des gens. Et franchement, je peux aider plus de personnes depuis mon garage et la fondation que je ne le pourrais dans n'importe quel hôpital limité par des protocoles et de la bureaucratie. Victoire l'embrassa alors, sans se soucier qu'il soit entouré de gens. Vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Je suis juste quelqu'un qui a appris que le vrai succès ne vient pas de ce que le monde vous donne. Antoine répondit en lui rendant son étreinte, mais de ce que vous donnez au monde. Tandis que la célébration continuait autour d'eux, Victoire réfléchit au voyage extraordinaire qu'elle avait entrepris. Il avait commencé avec une femme arrogante, riant cruellement d'une promesse impossible, et avait terminé avec cette même femme marchant, non seulement physiquement, mais spirituellement. Le garagiste avait tenu sa promesse. Il l'avait fait marcher à nouveau. Mais plus que cela, il l'avait fait vivre à nouveau. Il l'avait enseigné que la valeur réelle n'est pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes et comment vous traitez les autres. 2 ans après leur première rencontre, Victoire était debout au même endroit où elle était autrefois arrivée dans son fauteuil en titane, méprisant tout et tout le monde autour d'elle, mais maintenant elle était debout sur ses propres jambes, entourée de personnes qu'elle aimait et respectait, faisant un travail qui importait vraiment. Antoine était à côté d'elle, non plus le garagiste couvert de cambouis qu'elle avait sous-estimé, mais son partenaire pour transformer des vies, son ami le plus proche, et la personne qui lui avait enseigné le vrai sens de l'espoir. « Regrettez-vous jamais ?» Victoire lui demanda un jour alors qu'ils observaient un nouveau patient faire ses premiers pas hésitants. « Quoi? De m'avoir aidé? D'avoir pris un risque avec quelqu'un qui vous a si maltraité ?» Antoine sourit. Ce sourire que Victoire connaissait si bien maintenant. « Jamais, parce que vous m'avez appris quelque chose aussi. » « Quoi donc? Que tout le monde mérite une seconde chance, que la transformation réelle est possible, et que parfois, les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui ont le plus besoin d'amour. » Les mots résonnèrent dans l'air entre eux, chargés de vérité et d'affection. Et tandis que Victoire observait autour d'elle, la fondation qu'ils avaient construite ensemble, les vies qu'ils étaient en train de changer, la communauté d'espoir qu'ils avaient créée, elle sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé son vrai but. Ce n'était pas d'être la femme la plus riche de la ville, ce n'était pas de diriger un empire d'entreprise, ce n'était pas d'être admirée ou crainte, c'était de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. C'était d'utiliser ses ressources pour créer des opportunités.
C'était de démontrer chaque jour que le vrai changement, à la fois physique et spirituel, était possible lorsque quelqu'un refusait d'accepter impossible comme réponse finale. Le garagiste avait promis de la faire marcher à nouveau et il l'avait fait. Mais le vrai miracle n'était pas le mouvement de ses jambes, c'était le mouvement de son cœur, de fermé à ouvert, d'amer à compatissant, d'égoïste à généreux. Cette transformation, Victoire le savait, était le plus grand cadeau qu'Antoine lui avait donné et c'était un cadeau qu'elle transmettrait chaque jour pour le reste de sa vie. Parce qu'au final, ce n'était jamais une histoire de marché. C'était une histoire de se réveiller, d'une femme qui avait été endormie dans son privilège, et d'un garagiste aux mains magiques qui l'avait réveillée à la vie réelle. Et maintenant, finalement, Victoire Delacroix était complètement, merveilleusement, miraculeusement éveillée. 5 ans après cette première rencontre, la ville avait changé d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. La Fondation Dubois avait étendu ses opérations à 6 villes différentes, aidant plus de 1000 patients qui avaient été désavoués par la médecine conventionnelle. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Un taux de 72% de récupération significative. Des histoires de miracles documentées méticuleusement. Des vies transformées une à la fois. Mais l'impact le plus profond ne se mesurait pas en chiffres ou en statistiques. Il se mesurait dans la façon dont la philosophie d'Antoine avait commencé à s'infiltrer dans l'établissement médical. Les hôpitaux universitaires incluaient maintenant l'évaluation du potentiel neurologique résiduel comme partie de leur protocole standard. Les écoles de médecine enseignaient les cas de la Fondation Dubois comme des exemples de la façon dont la persistance et l'attention individualisée pouvaient atteindre des résultats que le traitement conventionnel considérait impossibles. Victoire était devenue une défenseur passionnée non seulement de la rééducation alternative, mais d'une philosophie plus large. Que la valeur humaine ne se mesure pas en capacité physique, en éducation formelle ou en richesse matérielle, mais dans l'impact que chaque personne a sur les vies des autres. Elle avait fait don de la majorité de sa fortune à diverses causes, ne conservant que ce qui était suffisant pour vivre confortablement, mais pas ostensiblement. Son hôtel particulier avait été converti en un centre de rééducation résidentielle où les patients pouvaient rester pendant leurs traitements intensifs. Sa flotte de voitures de luxe avait été vendue, l'argent utilisé pour acheter de l'équipement médical spécialisé. Et elle, la femme qui avait autrefois mesuré sa valeur en chiffres de compte en banque, mesurait maintenant sa vie en sourires de patients, faisant leurs premiers pas, en larmes de famille réunies avec un espoir renouvelé, dans la simple satisfaction de savoir que chaque jour, elle faisait une réelle différence. Le garage mécanique restait ouvert. Antoine insistait pour le maintenir en activité, non seulement pour les revenus modestes qu'il générait, mais parce que c'était là, entouré du travail honnête et de l'odeur de l'huile moteur, qu'il trouvait la clarté et le but. Ces mécaniciens, dont beaucoup étaient maintenant aussi des techniciens de rééducation certifiés, divisaient leur temps entre réparer des voitures et aider à réparer des vies. Un après-midi de printemps, Victoire arriva au garage et trouva Antoine travaillant sur une vieille voiture. C'était un modèle qu'elle reconnut immédiatement. La même Mercedes qu'elle avait apportée 5 ans auparavant, celle qui avait commencé toute cette histoire extraordinaire. « Cette voiture ?» demanda-t-elle avec un sourire. Antoine se glissa dessous le véhicule. Son visage maintenant marqué de lignes qui parlaient de 5 ans de travail intense, mais satisfaisant. Le propriétaire ne l'a jamais récupérée. Elle est restée abandonnée ici. J'ai pensé la réparer et en faire don. Victoire s'approcha. C'est pas maintenant complètement assuré, bien qu'elle utilise toujours une canne décorative plus par précaution que par nécessité. Elle caressa le capot de la voiture qui avait été témoin du début de sa transformation. « Nous devrions la garder », dit-elle doucement, comme un rappel d'où nous avons commencé. Antoine se leva en s'essuyant les mains sur un chiffon qui les salit immédiatement davantage. Ce geste qui avait autrefois semblé à Victoire comme une preuve d'infériorité, elle le voyait maintenant comme la marque de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains en faisant un travail important. « Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire de ces 5 années ?» demanda Antoine en s'appuyant contre la voiture. « Quoi ? Ce n'est pas le nombre de patients que nous avons aidés, bien que ce soit incroyable. Ce n'est pas la reconnaissance que la Fondation a reçue, bien que ce soit également gratifiant. C'est la façon dont votre transformation a inspiré des transformations en chaîne que nous n'aurions jamais pu anticiper. » C'était vrai, l'histoire de Victoire était devenue légendaire. Des articles avaient été écrits, des documentaires filmés, des conférences données, mais plus important, elle avait inspiré les autres à confronter leurs propres préjugés, à remettre en question leurs propres hypothèses sur la valeur et la capacité. Des dirigeants d'entreprises avaient commencé des programmes d'inclusion sincères,
au lieu de performatif. Les écoles avaient révisé la façon dont elles évaluaient le talent et le potentiel. Même le système médical, résistant au changement comme il l'était, avait commencé à adopter des approches plus holistiques et personnalisées. « J'ai toujours des jours difficiles », Victoire admit en s'asseyant sur une chaise proche. « Des jours où mon corps me fait mal, où marcher est un défi, où je me demande si tout l'effort en vaut la peine. C'est complètement normal. » Antoine répondit en s'asseyant à côté d'elle. « La guérison n'est pas linéaire. C'est un processus avec des hauts et des bas. L'important est que vous ayez maintenant des outils pour gérer ces jours difficiles. Les outils que vous m'avez donnés, les outils que vous avez trouvés à l'intérieur de vous-même. Je vous ai juste montré où chercher. » Ils restèrent en silence pendant un moment. Un silence confortable qui ne vient que des années d'amitié profonde et de respect mutuel. Antoine. Victoire parla finalement. Pensez-vous parfois à quel point tout cela était improbable? Une femme arrogante, se moquant d'un garagiste qui promettait l'impossible. Les chances que cela se termine bien étaient astronomiquement basses. Antoine sourit. Ce sourire qu'elle avait appris à aimer comme un symbole de sagesse et de bonté. Peut être que c'est la leçon la plus importante. Que les miracles ne sont pas des événements aléatoires qui arrivent à des personnes chanceuses. Ils sont le résultat de personnes refusant d'accepter des limitations, travaillant sans relâche, croyant qu'en personne d'autre ne croit. Vous avez cru quand je ne pouvais pas, et vous avez travaillé quand je ne pouvais pas travailler pour vous. C'était une collaboration, Victoire, comme tout ce qui est important dans la vie. Tandis que le soleil de l'après-midi peignait le garage de lumière dorée, Victoire réfléchit au voyage extraordinaire qu'ils avaient partagé, de l'arrogance à l'humilité, du désespoir à l'espoir, de l'isolement à la communauté, de la mort spirituelle à la renaissance complète. Et elle sut avec une certitude absolue que bien que ses jambes aient été guéries, ce n'était jamais la vraie blessure. La vraie blessure avait été son cœur fermé, son incapacité à voir l'humanité chez les autres, sa croyance que l'argent et le statut la rendaient supérieure. Cette blessure avait été guérie non par la médecine ou la chirurgie, mais par la bonté persistante d'un homme qui voyait le potentiel là où d'autres voyaient l'impossibilité, par un garagiste aux mains magiques qui comprenait que la vraie guérison nécessite de toucher non seulement le corps, mais l'âme. Et tandis que Victoire se levait pour partir, marchant sur des jambes qui étaient autrefois immobiles, soutenues par une force qui était autrefois inexistante, guidée par un but qui était autrefois perdu, elle sut que chaque pas qu'elle faisait était un témoignage d'une vérité fondamentale. Les miracles existent, mais ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de la décision de croire, de travailler, de changer, de devenir quelque chose de plus grand que ce que nous étions auparavant. Le garagiste avait dit « Je vous ferai marcher à nouveau ». Et elle avait ri, mais ce n'était pas un mensonge, c'était une prophétie. Seulement marcher avait signifié bien plus que bouger des jambes. Cela avait signifié marcher vers une vie authentique, vers un vrai but, vers la personne qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être, mais que le privilège et le traumatisme avaient maintenu endormi. Et maintenant, finalement, après 5 ans de travail acharné et de transformation douloureuse, Victoire Delacroix était complètement éveillée, complètement vivante, complètement elle-même. Le voyage avait commencé par un rire cruel et s'était terminé par une gratitude profonde. Et ça, Victoire le savait, était l'histoire la plus belle qu'elle pourrait jamais raconter.